Bonjour à toutes et à tous, bonjour Paola. Bienvenue dans ce troisième événement de la série Avenir de l'Europe, dans laquelle nous vous proposons de revenir sur les évolutions institutionnelles et réglementaires et sur leur impact sur l'économie européenne et son secteur bancaire. Après une première vidéoconférence en juillet sur le plan de relance Next Generation EU, une seconde en septembre sur la finalisation de l'union bancaire, on vous propose aujourd'hui une nouvelle séance sur les règles budgétaires européennes et les discussions en cours pour faire évoluer le pacte de stabilité et de croissance. Paola va nous exposer ces sujets aujourd'hui dans une présentation qui durera environ 40-45 minutes. Nous vous demandons d'ailleurs de bien vouloir couper vos micros pendant la durée de la présentation pour éviter les bruits parasites. En revanche, vous êtes tous invités à poser vos questions dans la fenêtre de chat, peut-être en me les adressant personnellement. On se fera un plaisir d'y répondre pendant la séance de questions-réponses qui suivra la présentation de Paola. Alors, pour introduire le sujet brièvement, le pacte de stabilité, c'est-à-dire le premier ensemble de règles budgétaires au niveau européen, a été adopté en 92, au moment où a été prise la décision de créer la monnaie unique. Alors pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de mise en commun de la politique monétaire sans règles pour encadrer ou pour discipliner des politiques budgétaires qui restent, elles, à la main des États. On a donc instauré au niveau européen un système de surveillance multilatérale des budgets publics avec la présentation de programmes de stabilité pluriannuels par les États, mais aussi des procédures pour sanctionner ceux qui ne respecteraient pas leurs engagements en termes de respect des plafonds de déficit ou de dette. Alors, Paola, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage sur la genèse des règles budgétaires européennes? Pourquoi on les a mises en place? Quelles sont-elles exactement? Et quelles sont les institutions chargées de les faire respecter? Alors, pourquoi on parle de règles budgétaires à niveau européen? Bah, tout simplement parce qu'en Union monétaire européenne, on a fait un choix qui est celui d'avoir une politique monétaire unique et de garder à niveau national la politique budgétaire, sachant qu'on a effectivement un instrument communautaire qui est le budget européen qui est un outil qui va financer certains biens publics européens, mais qui reste assez limité en fait dans sa portée. Et donc, c'est véritablement à niveau national que le levier budgétaire peut être activé. Donc, pourquoi on a choisi cette configuration? Bah, déjà parce qu'on a une prévalence des préférences nationales en matière budgétaire, avec notamment en matière de choix des recettes, de choix des dépenses publiques, avec des enveloppes et des priorités qui sont propres à chaque État. Et ensuite, on a voulu se laisser aussi un levier supplémentaire puisqu'on a une politique monétaire commune qui ne répond pas aux besoins spécifiques d'un pays, mais plutôt aux besoins de la zone euro dans son ensemble et qui donc est capable de faire face à plutôt un choc symétrique, c'est-à-dire un choc qui touche tous les pays à peu près de la même façon, alors que la stabilisation face à des chocs asymétriques qui touchent de façon assez différenciée ou uniquement certains pays est plus logique finalement si elle est laissée aux politiques budgétaires nationales. Cependant, il est nécessaire dans une union monétaire de garder cette flexibilité nationale, mais de la limiter par des règles strictes d'encadrement de la politique budgétaire. Déjà parce qu'on a inscrit dans les traités fondateurs de l'Union européenne un principe qui est celui des finances publiques saines et surtout parce qu'on a tout un ensemble d'externalités négatives qui peuvent être engendrées par la politique budgétaire d'un pays envers les autres pays membres et qui peuvent donc infliger des coûts aux partenaires. Alors, il s'agit de deux types d'externalités. On a des externalités qui sont plutôt des externalités des demandes, des politiques trop expansionnistes. Il y a une sorte d'incitation, hein, une fois qu'on est dans une union monétaire, à être un peu plus expansionniste, puisque chaque pays n'est plus concerné par finalement un retour négatif sur son solde extérieur, avec une variation du taux de change, puisque aujourd'hui le taux de change va réagir plutôt à la position de solde extérieur agrégé de l'Union.
Et donc, le pays risque moins de réactions défavorables et immédiates, disons. Euh, Par contre, on a un risque tous globalement et du coup, les pays, l'ensemble des pays peut être affecté justement par ces coûts. On sait aussi que chaque pays dans une union monétaire est concerné par l'inflation des partenaires et donc une politique trop inflationniste pourrait ensuite pousser à la hausse l'inflation globale de la zone et donc le taux d'intérêt commun fixé par la BCE. Et donc une règle budgétaire rend aussi plus facile les interactions entre les gouvernements d'un côté et la banque centrale permettant d'harmoniser mieux les objectifs de l'un et des autres. Et on a aussi des externalités de dette, c'est-à-dire un pays qui n'assurerait pas sa solvabilité pourrait faire courir un risque de stabilité financière à l'ensemble de la zone, ce qui pourrait induire globalement une hausse du taux d'intérêt de long terme, mais aussi pourrait augmenter le risque de renflouement par les autres États et par la BCE, même si les traités ne prévoient pas justement de renflouement ni par les autres États membres, ni par la BCE. Mais on a vu que dans le cas grec, même si on a parlé d'assistance financière à pays en crise, voilà, ça a quand même pesé Bon, sur carrément. les finances publiques des autres pays. Alors, autre raison de ce choix des règles budgétaires, c'est que ça reflétait aussi les valeurs politiques d'un temps de l'époque, début des années 90, où on avait un besoin très clair d'asseoir la crédibilité de la nouvelle banque centrale qu'on venait de créer, sachant qu'on créait une monnaie dans laquelle on avait des États qui avaient une longue tradition de stabilité, mais d'autres qui en avaient moins. Et donc, il y avait aussi l'idée de lancer ce message qu'on avait une banque centrale dont l'objectif principal était effectivement celui de la stabilité des prix et de la stabilité monétaire et que toute dominance budgétaire devait être évitée. À l'époque, on avait aussi un consensus assez large sur on était plutôt sceptique sur la fonction stabilisatrice de la politique budgétaire. Donc, on était plutôt dans une logique de laisser faire où on permettait finalement seulement aux stabilisateurs automatiques de fonctionner. C'est quoi les stabilisateurs automatiques? C'est le gonflement automatique de certaines dépenses ou la réduction automatique de certaines recettes lorsque la situation conjoncturelle se dégrade, hein, sans véritable intervention discrétionnaire des États. Hein, donc, on a plus de chômeurs, donc on a plus de dépenses de chômage, mais pas parce qu'on rend plus généreux les dispositifs. À l'époque aussi, du coup, toujours dans ce consensus, on avait une crainte des effets négatifs sur l'offre d'un activisme fiscal, c'est-à-dire des risques d'éviction finalement de la demande privée, notamment de l'investissement privé, si une demande publique trop forte poussait à la hausse des taux d'intérêt. On était en effet dans un environnement de taux d'intérêt positif et de taux d'intérêt globalement supérieurs au taux de croissance des économies, et avec donc cet écart qu'on appelle l'écart critique entre le taux d'intérêt et le taux d'intérêt et le taux de croissance de l'économie, qui vont générer automatiquement un effet de hausse de la dette. Et donc l'objectif principal était de le réduire. Et pour ce couple, disons, de taux d'intérêt et de taux de croissance qui était positif, la soutenabilité était assurée uniquement par un certain niveau de solde public. Alors, on va voir donc là un peu plus en détail de comment ces règles ont été dessinées, comment les processus et les institutions se sont articulées aussi. Alors, on commence naturellement en 92. Dès qu'on décide de la constitution de l'Union économique et monétaire, il faut déjà
que les pays finalement s'engagent sur des trajectoires de convergence. Et c'est à cela que sert le traité de Maastricht, à définir justement ces critères de convergence. Il est défini dans le traité avec un standard, pas une véritable règle. Les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et la Commission doit surveiller la situation budgétaire et la situation de dette publique pour éviter qu'ils s'écartent de cet objectif. Les Non, règles attends. elles-mêmes qui vont spécifier les valeurs de référence sont inscrites dans un protocole annexe du traité. Et donc ça, c'est un point important éventuellement pour après la modification des règles. Donc dans ce protocole annexe, c'est là où on définit qu'un déficit excessif, c'est un déficit supérieur à 3% du PIB et que la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB ou ce plafond ayant déjà été dépassée en 92, elle doit diminuer à un rythme satisfaisant. Mais on définit aussi d'autres règles qui ne sont pas tout à fait budgétaires, mais qui vont garantir la stabilité, là aussi, de la devise, de la nouvelle devise. Et donc, un taux d'inflation qui doit être inférieur à la moyenne des 3 meilleurs pays, c'est-à-dire des 3 pays moins inflationnistes, plus 1,5, un taux d'intérêt nominal à long terme qui doit être au plus égal à la moyenne des pays qui ont les taux les plus faibles, plus 2%, et les marges de fluctuation du système monétaire européen qui doivent être respectées dans les 2 ans précédant l'entrée dans l'union monétaire. Au moment à la proximité, disons, de la création de la monnaie unique en 1997, on signe le traité d'Amsterdam ou ce qu'on appelle le pacte de stabilité et croissance pour s'assurer qu'une fois après avoir convergé, les pays continueront de maintenir la rigueur budgétaire une fois rentrés dans la zone euro. Et pourquoi? Parce que aussi, les incitations à maintenir cette politique budgétaire restrictive pouvaient s'affaiblir une fois dans l'Union. On l'a vu, on est un peu protégé, disons, par le fait qu'on a des réunions à la situation agrégée et pas à la situation d'un pays. Et aussi parce que les années qui avaient précédé l'entrée dans l'Union européenne, dans ces années-là, les pays avaient concédé beaucoup d'efforts en termes de consolidation et on pouvait avoir un peu peur d'une certaine relâche. Et donc, on va inscrire un objectif de moyen terme du solde public proche de l'équilibre ou excédentaire. Donc, globalement, on va se dire que, disons, au-delà de ce qui peut se passer dans le court terme, dans le cycle, on a cet objectif d'un solde équilibré ou excédentaire. On rappelle la valeur de référence de 3% pour le déficit et on la confirme. Et par contre, on ne fait plus référence aux critères relatifs à la dette. On sait qu'à l'époque, on a encore 3 pays, Italie, Belgique et Grèce, avec des taux d'endettement assez élevés. Et donc, voilà, on leur laisse encore un peu de marge d'action. Il y a un point qui est souvent un peu oublié de ce traité d'Amsterdam, de ce pacte de stabilité, c'est que l'évaluation du déficit excessif doit prendre en compte le fait que le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement. Donc, il y a cette idée de regarder quand même à la situation d'investissement d'un pays et de justifier éventuellement des dépassements s'il y a un effort d'investissement qui est important parce qu'il y a un gap d'investissement important. Alors, ces valeurs de référence qui ne sont pas spécifiées dans le traité, mais dans un protocole annexe, n'ont pas véritablement de fondement théorique, ni sont le résultat d'une évidence empirique qui nous dit que ce sont les bons. La valeur de référence pour la dette de 60% correspond à la valeur moyenne des dettes des 12 pays membres fondateurs au moment où ce critère a été écrit dans le protocole, c'est-à-dire au début des années 90. La valeur de référence du déficit, finalement, dépend directement de celle de la dette à travers l'équation d'accumulation de la dette que je vous ai présentée ici et qui nous dit finalement, si on appelle petit b le ratio dette sur PIB,
on voit bien que la variation de la dette de la période 0 à la période 1 est égale à D, petit d, qui est le déficit public en point du PIB, plus un facteur qui est égal au taux de croissance, plutôt moins un facteur, qui est égal au taux de croissance du PIB fois le stock de dette, tout simplement parce qu'on est en train de raisonner en termes de ratio sur PIB, donc on prend en compte la croissance du dénominateur aussi. Donc, si la dette doit être stabilisée, hein, et donc si la variation entre B1, T1 et T0 doit être égale à 0, alors le niveau de déficit doit être égal au taux de croissance de l'économie fois le niveau de dette initiale. Et donc, pour une dette initiale égale à 60%, on tablait à une époque sur un taux de croissance réel de l'économie de 3% et un taux d'inflation de 2% qui était la cible de la BCE. Et on avait une croissance nominale de 5%, ce qui nous donnait finalement un déficit de 3% comme le niveau de déficit capable de stabiliser le ratio de dette à 60% pour ce taux de croissance nominale du PIB de 5%. Naturellement, un déficit inférieur à 3%, et notamment un déficit en équilibre qui était l'objectif du pacte de stabilité, impliquerait à terme, à très long terme, une dette égale à 0, ce qui n'est peut-être pas optimal. Cette valeur de 3% du déficit répondait aussi à une contrainte cyclique. On sait qu'en moyenne, dans la zone euro, la sensibilité du solde public à une variation du cycle est de 0,5. Et on sait aussi enfin, on savait à l'époque que le choc plus important, l'ampleur du choc plus important que la zone euro avait connu après la Deuxième Guerre mondiale, disons, était environ de 6%. Donc, l'écart de production le plus négatif qu'on avait pu connaître était de 6%. Et donc, finalement, cet écart de production, ce choc maximal de 6%, si on le multiplie par la sensibilité du solde au cycle de 0,5, nous donne finalement, si on part d'un déficit équilibré, nous fait se dégrader le solde de 3 points. Et donc, c'est ce qui permettait finalement de faire face au choc le plus important qu'on avait connu en partant d'un solde équilibré. Donc, ça avait aussi une logique un peu conjoncturelle, de créer des marges conjoncturelles. Tout cela s'organisait aussi autour d'un processus qui était en 2 volets, un processus de surveillance multilatérale des positions budgétaires, donc avec une présentation des objectifs budgétaires à l'horizon de 4 ans de la part des États dans ce qu'on appelle le programme de stabilité ou le programme de convergence pour les pays de l'Union européenne non membres de la zone euro. Et si la Commission évaluait que le pays n'était pas susceptible de tenir ses obligations, eh ben, elle pouvait émettre une recommandation d'alerte précoce, même si le pays, finalement, à ce moment, satisfaisait encore tous les critères. Et sur la base de cette recommandation, le Conseil donc, pouvait demander au pays de modifier son programme de stabilité pour éviter ce risque de dérive de ses comptes publics. On pouvait aussi avoir une action si le déficit excessif était observé et avéré avec la même procédure, une évaluation de la Commission européenne et après le Conseil européen qui donne une recommandation à l'époque à la majorité qualifiée pour modifier le programme et ramener le déficit dans les règles. Dans le cas où les mesures n'étaient pas prises par le pays pour faire disparaître ce déficit effectif dans les temps
nécessaires, une sanction était prévue, donc une amende qui devait être à l'auteur de 0,2 ou 0,5 à 0,5 points du PIB qui était ensuite déposé sur un compte auprès de la BCE. Naturellement, on pouvait échapper à ces sanctions si la conjoncture le justifiait, c'est-à-dire si on avait une baisse de plus de 2% du PIB ou une baisse moindre, mais très, très abrupte au cours d'un trimestre. Et cela avec l'accord des autres pays. Donc, tout cela s'inscrivait dans un processus un peu plus vaste de coordination de politique économique qui commençait en novembre avec une commission européenne qui présente les priorités et les orientations pour l'année suivante. En février, la commission publie des rapports économiques et sociaux pour chaque pays. Et à partir d'avril, les pays s'adaptent donc à ces priorités et présentent leur programme national de réforme et aussi leur programme de stabilité et croissance. En mai et en juillet, chaque pays reçoit des recommandations économiques et budgétaires sur sa situation. Et au cours de l'été, pour aboutir au mois d'octobre, les pays travaillent sur leur budget et présentent donc les budgets pour l'année suivante à la Commission européenne qui en novembre donne son avis sur le budget et avant que les budgets soient soumis à l'approbation des parlements nationaux en fin d'année. Donc, on a deux institutions qui interviennent. La commission qui supervise, elle évalue les positions et l'orientation budgétaire. Elle fournit des recommandations au Conseil et ensuite, elle est chargée aussi de la supervision de la conformité des ajustements pour qu'ils soient cohérents avec les préconisations du Conseil. Mais ce sont finalement les États dans le Conseil européen qui décident. Et avant 2011, ils décidaient à la majorité qualifiée. Ils pouvaient donc rejeter une recommandation de la Commission à la majorité qualifiée. À partir de 2011, les recommandations de la Commission ont été rendues semi-automatiques et on a renversé la règle de majorité. Donc, c'est le rejet qui doit se faire à la majorité qualifiée afin d'éviter des majorités de blocage, comme ce fut le cas en 2005. Et je vous raconterai tout ça justement plutôt en 2003 avec l'histoire tourmentée des réformes qui ont été multiples. Alors, Paola nous a donc exposé ces règles finalement assez rigides pour limiter le déficit et l'endettement public au niveau de chaque État de l'Union. Le contrôle de ces règles, comme elle l'a dit, s'exerce d'abord par l'exécutif européen, la Commission, mais finalement surtout par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, donc un organe éminemment politique qui est habilité à prononcer des recommandations, voire des sanctions. Alors la question qui se pose immédiatement, c'est celle de l'applicabilité de ce dispositif, tout particulièrement quand les économies font face à des crises. On pense notamment à l'éclatement de la bulle internet en 2001 et peut-être plus encore à la crise des dettes souveraines de 2010-2011, où la question de la soutenabilité des dettes publiques a été mise sur le devant de la scène. Est-ce que le cadre budgétaire européen est-ce que le cadre budgétaire européen a bien été respecté? Est-ce que le dispositif institutionnel de contrôle et de sanction a bien fonctionné? Ou finalement, est-ce qu'on n'a pas préféré amender ce cadre budgétaire pour faire face aux nouvelles réalités mises en avant par les crises économiques? Effectivement, le titre répond déjà en partie à ce que tu viens de dire, parce que l'histoire a été assez tourmentée. Les règles n'ont pas toujours fait leur preuve. On a une première phase où finalement l'application est assez facile parce que tout va bien. C'est les débuts de l'UEM. On a des fortes consolidations budgétaires dans la phase de convergence. Et ensuite, on connaît une période à la fois de très forte croissance du PIB, mais aussi de très forte baisse des charges d'intérêt qui sont dues justement à l'entrée des pays dans l'union monétaire et qui fait baisser les charges d'intérêt et la forte croissance provoque une amélioration conjoncturelle.
La politique plus discrétionnaire qui est reflétée dans notre graphique dans le solde structurel, en revanche, va se faire creuser les déficits, notamment en Allemagne et en France. Donc, elle se relâche un peu dans ces pays-là. Mais finalement, c'est l'amélioration spontanée des finances publiques due à la croissance forte et à la baisse des taux d'intérêt qui va permettre à la plupart des pays finalement de s'écarter de la zone de déficit excessif. Et pour l'instant, du coup, tout va bien. Et par contre, comme Lionel l'a dit, dès la première crise, avec l'éclatement de la bulle Internet, on a tout de suite, on se rend compte vite des limites de ces règles. Et finalement, lorsqu'on pensait que finalement la simplicité de la règle aurait facilité les choses, eh bien, elle ne suffit pas en fait. Hein. On voit bien que le ralentissement économique va creuser les déficits publics, que la politique budgétaire devient expansionniste pour contrer le ralentissement de l'économie. Et finalement, tout cela fait sortir les pays des critères. En 2001-2002, on a 4 pays qui font l'objet d'une alerte précoce, France, Allemagne, Italie et Portugal. Et en 2003, on a une procédure pour déficit excessif qui est demandée à l'encontre de la France et de l'Allemagne. Avec la Commission qui se rend compte que finalement les règles ne sont pas suffisamment strictes lorsque tout va bien. Les pays ne mettent pas, n'ont pas suffisamment d'incitation pour mettre en place des politiques restrictives quand la conjoncture le permet. Et donc, elle veut modifier un peu les règles du jeu pour éviter les dérives qu'elle a vues en tout début de période. Et donc, elle demande de raisonner en termes de budget structurel, donc de hors effet de la conjoncture, et elle demande donc des positions proches de l'équilibre excédentaire, mais aussi elle va demander une réduction de ce déficit structurel de 0,5 points par an au minimum. Sauf qu'elle va le demander dans une phase où la croissance est, sinon négative, au moins très faible. Et donc, France et Allemagne refusent d'engager une politique budgétaire restrictive dans cette phase de quasi-stagnation. Et finalement, elles font jouer leur poids politique au sein du Conseil. Et le Conseil, en 2003, suspend la procédure de déficit excessif à l'encontre de la France et de l'Allemagne contre la recommandation de la Commission européenne. Donc, s'ouvre un conflit institutionnel, en fait, un contentieux entre le Conseil européen et la Commission, qui est porté devant la Cour européenne de justice qui décide sans trop décider. Hein, elle affirme qu'une procédure de déficit excessif ne peut pas être suspendue sinon sous l'initiative de la Commission et donc annule la décision du Conseil, mais en même temps, elle dit que le Conseil a quand même un droit d'appréciation important dans la procédure. Et donc, finalement, c'est quoi? C'est une sorte de réforme des règles qui est appelée par cette position entre les deux de la Cour européenne de justice. Et effectivement, en 2005, on a une première réforme qui va durcir le cadre préventif, c'est-à-dire durcir toute la période où on supervise donc dans les programmes de stabilité, on essaie d'infléchir finalement la programmation budgétaire avant que les problèmes soient révélés. Et donc, on va redéfinir le critère de moyen terme de sorte à prendre en compte le niveau d'endettement des pays et en renforçant donc les obligations en cas de croissance favorable. Et donc, on va dire que le solde public corrigé des effets du cycle
ou du moins le déficit corrigé des effets du cycle ne doit pas excéder 1% pour les pays qui sont faiblement endettés, qui ont une forte croissance, et doit être nul, en fait, ce déficit pour les pays qui sont fortement endettés. Donc, on rend plus strict ces critères, mais en même temps, on assouplit le cadre répressif, c'est-à-dire on va permettre, on va mettre des clauses pour permettre, en cas de retournement cyclique important ou d'une croissance positive mais faible, de sortir ou de suspendre plutôt une procédure de déficit excessif. Et on va aussi invoquer d'autres facteurs pertinents qui sont l'investissement en innovation, en recherche et au développement ou en réforme structurelle, qui sont les objectifs de la stratégie de Lisbonne, pour avoir, disons, une évaluation un peu plus regardante, un peu plus souple sur ces déviations. Et les délais aussi pour revenir dans les règles sont allongés pour ne pas obliger les pays à entamer des politiques trop restrictives dans un environnement de croissance défavorable. Donc, on voit qu'on a un processus un peu sédimentaire de réforme 92, 97, après 2005, et finalement, on va avoir un nouveau cycle de réforme qui est ouvert par la grande crise financière qui va révéler toute une série de faiblesses. Parce que face à des positions budgétaires structurelles qui sont quand même restées fragiles, même au cours de la deuxième partie des années 2000, lorsque la croissance pouvait être un peu plus forte, l'impact de la crise a été sans appel sur les comptes publics. Et donc, le choc d'activité en plus a été beaucoup plus important dans certains pays que celui anticipé par les marges de sécurité cyclique. Vous vous souvenez, ce choc d'ampleur de 6% maximal, eh bien, dans certains pays, on a eu plus que ça. Et donc, même ceux qui, à la rigueur, pouvaient avoir un solde équilibré au départ, sont sortis du critère de 3%. Et en plus de ça, c'est vrai que la Commission européenne a demandé un plan européen de relance économique qui à l'époque s'est fait à niveau national, et les pays ont réagi par des politiques fortement expansionnistes, donc contracycliques, qui ont donc dégradé les soldes structurels à un moment où la partie conjoncturelle du solde s'est dégradée aussi du fait de ce cycle négatif. On rajoute à cela beaucoup de mesures spécifiques en soutien des secteurs en détresse, notamment le secteur bancaire, dans certains pays, qui ont rajouté temporairement des facteurs, des effets négatifs sur les finances publiques, comme on le voit dans le graphique de droite. Alors, on intervient donc avec une nouvelle réforme, le Six-Pack, où on durcit davantage et on complexifie davantage. On durcit toujours le cadre préventif. On demande désormais aux pays d'avoir un ajustement de 0,5 points de PIB de leur solde structurel, voire plus en cas de cycle favorable. Et on plafonne l'évolution de la dépense publique pour faciliter davantage l'atteinte de cet objectif. Et pour la première fois, on rend le critère de la dette véritablement opérationnel et quantifié en demandant au pays de réduire chaque année de 5% l'écart entre leur niveau de la dette et la cible de 60%. Donc, depuis le traité d'Amsterdam, là, on revient sur un critère de la dette qui redevient véritablement mordant. On durcit cette fois-ci aussi le cadre répressif parce que on introduit une procédure pour déviation significative, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'alerte précoce, même s'il n'y a pas de déficit excessif, si on ne corrige pas, si on ne baisse pas le déficit structurel de 0,5 points par an, eh bien, on rentre dans ce cadre de procédure pour déviation significative. Et aussi, ce qu'on fait, on renverse la règle de majorité pour éviter des coalitions politiques au sein du Conseil, comme je vous avais dit.
Et on a aussi une procédure pour dette excessive. Donc, on a deux ensembles de contraintes qui sont introduites par ce six-pack, des contraintes sur le déficit structurel, où la plus contraignante entre trois mesures, un déficit inférieur ou égal à 3%, un solde structurel assurant le déclin de la dette au rythme défini, un déficit structurel inférieur à 1% ou à 0,5 si on a une dette supérieure à 60%. Voilà. Le plus strict des trois va opérer et une contrainte de croissance sur la dépense en plafonnant le taux de croissance des dépenses au taux de croissance potentiel de l'économie, voire moins si le déficit structurel excède l'objectif de moyen terme. Mais pas seulement. En 2012, on a une nouvelle réforme, ce qu'on appelle le Fiscal Compact, où on va constitutionnaliser finalement les règles. Cela, c'est important parce que c'est la contrepartie de deux choses. C'est la contrepartie du programme OMT de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire le whatever it takes, c'est-à-dire la Banque centrale qui se pose comme finalement le backstop de toute crise, disons, financière en promettant des achats de titres sur les marchés et donc qui se pose un peu un acheteur de dernier ressort et aussi par la contrepartie de l'aide financière aux pays en crise qui est institutionnalisée dans le mécanisme européen de stabilité. Donc, en échange de cette aide-là, eh bien, il faut un engagement plus strict des pays aux règles budgétaires et donc on va introduire un dispositif légal contraignant et permanent, de préférence constitutionnelle, interdisant un déficit structurel supérieur à 0,5% pour les pays qui ont une dette importante, et surtout un mécanisme de correction automatique qui est aussi prévu par les constitutions. Donc, dans les pays qui n'ont pas une propre règle nationale déjà inscrite dans la Constitution, on leur demande de l'introduire. Et donc, c'est pour ça qu'on a dû ratifier, les parlements nationaux ont dû ratifier aussi donc, ce traité. Donc, la Commission est aussi autorisée à saisir la Cour européenne de justice contre un pays, si un pays ne respecte pas la règle. Et on coordonne, disons, beaucoup plus la gouvernance de la zone euro avec des sommets de la zone euro qui sont créés, mais aussi une coordination des réformes structurelles. Et on crée aussi le Conseil européen de finances publiques indépendant. Et on renforce aussi où on institue dans les différents pays des conseils nationaux qui vont jouer un rôle dans le semestre européen puisque les projets budgétaires doivent être aussi soumis à ces conseils nationaux, genre le Haut Conseil des finances publiques en France. En 2015, malgré toutes ces complexifications, on se rend compte qu'on n'a tout de même pas réussi à prendre en compte toutes les contingences les plus pertinentes. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une nouvelle réforme via une communication interprétative de la Commission européenne qui va essayer de prendre mieux en compte les spécificités des pays et d'introduire plus de flexibilité en prenant en compte l'effort d'investissement, les réformes structurelles et la situation conjoncturelle avec beaucoup plus de graduation de l'ajustement demandé, à la fois en fonction du cycle, avec plusieurs typologies de situations cycliques et en fonction du niveau de la dette des pays. Donc ça, c'est là où on en était finalement avant la grande crise de la Covid. On était dans un constat de performance qui finalement, dès que la conjoncture s'améliore, la discipline se relâche. Mais on a vu aussi que pendant toutes ces années qui ont suivi la grande crise économique et financière, beaucoup de pays ont maintenu des situations
des orientations budgétaires trop strictes par rapport à leur situation conjoncturelle et les pays qui auraient pu relâcher finalement ne l'ont pas véritablement fait, ce qui a généré globalement une orientation budgétaire de la zone restrictive qui a contribué finalement au climat déflationniste. On voit bien dans le graphique de droite que finalement le solde hors charge d'intérêt de la zone a globalement contribué à la réduction de la dette, globalement. Donc, on a eu une orientation globalement négative, restrictive. Et on voit aussi que finalement, à ce moment, s'opère un changement assez important, qui est que le taux d'intérêt, l'écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance de l'économie, même si le taux de croissance de l'économie reste faible, le taux d'intérêt ont tellement baissé que cet écart devient désormais négatif et va contribuer assez positivement à la réduction des dettes. Voilà, ce qui est un point important à prendre en compte. Donc, si on peut faire reprendre rapidement toutes les critiques qu'on peut apporter à ces règles, elles réduisent la flexibilité budgétaire parce que pour créer des marges de manœuvre, il faut avoir un solde structurel en équilibre. Donc, ça pose le problème de toute la transition des pays qui ont parté de soldes déséquilibrés, mais aussi du fait qu'en position de récession, on a des orientations procycliques, c'est-à-dire trop restrictives. On a des effets asymétriques donc, par rapport au cycle, donc une asymétrie dans la structure des incitations qui fait que aussi dans les phases de forte croissance, on a très peu d'incitations finalement à améliorer le solde public et après l'effet pervers sur l'investissement public qui est la première chose qu'on coupe lorsque effectivement on doit mener des restrictions budgétaires et on a vu effectivement une baisse assez structurelle de la part de l'investissement public dans la zone euro. On a une problématique aussi qui est celle qu'on ne tient jamais compte, enfin ces règles ne sont pas destinées pour tenir compte de la position budgétaire agrégée de la zone. Parce que si tous les pays à un moment ou à un autre doivent ou font le choix de mener une politique restrictive, en période de croissance faible, de récession, eh bien, on peut effectivement avoir une situation qui n'est pas adaptée globalement à la zone et qui peut être en conflit avec l'objectif de la politique monétaire qui peut être expansionniste à ce moment pour ramener la croissance et être conflictuel. La question de la soutenabilité de long terme des finances publiques est abordée par la dette, mais néanmoins, il y a des gros trous dans la raquette parce qu'on a toute la dette implicite des systèmes de retraite qui n'est pas pris en compte. Et après, on a toujours cette problématique qu'on est toujours sur un horizon qui est celui des règles et de la supervision, qui est un horizon annuel, donc de très court terme, qui serait peut-être mieux d'avoir une vision de plus moyen terme. Alors, très rapidement, quelle application après la crise? Déjà, on voit qu'on est dans un nouvel ensemble de valeurs finalement par rapport à ceux qu'on avait identifiés au moment de la création de l'union monétaire. On a une politique monétaire qui est devenue moins efficace au taux plancher, hein, et donc une politique budgétaire qui devient aujourd'hui un peu plus essentielle pour raviver la croissance. Cette politique, elle est plus essentielle, mais elle devient aussi plus efficace en présence de taux bas, parce que les effets d'éviction sont moindres. Et on voit aussi que dans un environnement qui est le nouvel environnement du couple taux d'intérêt, taux de croissance, où cet écart entre le taux d'intérêt et le taux de croissance de l'économie devient négatif, eh bien, c'est toute la soutenabilité de la dette qui change en fait, parce qu'un déficit non croissant
peut être compatible avec une dette non explosive, hein. Et donc, ça change un peu le contexte et on a aussi un rôle un peu révalorisé pour l'État stratège, notamment pour financer l'investissement d'avenir dans les secteurs stratégiques, qui va demander peut-être plus de marge de manœuvre pour les politiques nationales du moment où on ne souhaite pas le faire à niveau communautaire. Donc, comme je vous ai dit, ce nouvel État peut induire aussi une certaine modification des valeurs de référence, puisque aujourd'hui, on a un couple taux d'intérêt, croissance, mais aussi inflation et croissance qui est différent. On est plutôt dans la logique d'un taux de croissance réel de 1,5, de 1,5 d'inflation, ce qui nous ramènerait à une croissance nominale plutôt de 3% que de 5%. Et dans ce cas, alors, un déficit de 3% serait plutôt compatible permettrait de stabiliser la dette à un niveau beaucoup plus élevé de 100%, qui est la nouvelle moyenne, en fait, de la dette dans la zone euro. Hein, c'est ce qu'on voit ici. En fait, la crise de la Covid a amené une explosion de dette. Donc, très peu de pays respectent aujourd'hui le niveau de 60%. Beaucoup plus de pays sont au niveau de 100, voire plus. Et donc, on peut avoir besoin de cibles un peu plus crédibles et de trajectoires d'ajustement différenciées, parce que, par exemple, on a tenté une trajectoire de la dette d'un pays qui part d'un niveau de dette de 150%, par exemple l'Italie. Si on appliquait les règles du pacte de stabilité tel quel aujourd'hui, cela impliquerait de dégager des excédents primaires supérieur à 4% du PIB au cours de cette décennie, et en tout cas toujours très élevé pour satisfaire ce critère, c'est-à-dire le critère d'une baisse de 5% par an de l'écart par rapport à la cible de 60%. Et donc cela n'est absolument pas faisable. Donc, cette règle n'est plus crédible en elle-même. Et en plus, on a une incertitude croissante sur la valeur des indicateurs qui sont basés sur le concept de croissance potentielle, de solde structurel qui est lié à un écart de production, puisqu'après une crise majeure comme celle qu'on a connue, on ne sait plus trop bien en fait où se situe la croissance potentielle ou tendancielle et où se situe l'écart de production. Et une raison de plus, c'est ce que j'ai évoqué déjà, c'est la responsabilité croissante des budgets nationaux de soutenir l'investissement une fois que le NGEU, c'est-à-dire le plan de relance européenne, prendra fin en 2026. Et donc, il se pose la question de la compatibilité avec ces objectifs européens. Alors, j'ai pris un peu de temps, mais j'essaie d'aller un peu vite sur les différentes propositions de réforme. On a deux principales approches. Une approche qui est plus incrémentale, donc on reste dans les règles, mais on redéfinit un peu, et une approche qui est plus fondamentale, donc on balaye directement, complètement les règles et on va faire autre chose. Donc, l'approche incrémentale, il y a plusieurs propositions. Il y en a qui proposent la redéfinition des valeurs de référence de 60% et de 3%. D'autres, ou les mêmes, hein, qui proposent une simplification avec une seule règle opérationnelle qui va permettre la baisse de la dette, qui va prendre en compte les fluctuations liées au cycle, et des trajectoires de dette différenciées, parce qu'aujourd'hui, on a des pays à 60 et des pays à presque 160% du PIB. Les réformes qui appellent des changements plus fondamentaux, c'est plutôt pas de règles, mais des standards spécifiques au pays, avec plus d'intervention des autorités indépendantes, c'est-à-dire des conseils de finances publiques, pour définir ces standards et pour évaluer la conformité aux standards. Mais ce type d'approche nécessite des changements des traités qui peuvent être politiquement problématiques et infaisables. Donc, les avantages et les inconvénients des deux approches, l'approche par la règle est celle de la simplicité, uniformité, transparence, applicabilité, même
si on a vu que ce n'est pas toujours le cas de crédibilité, même si aujourd'hui elle est effectivement challengée par la situation actuelle, et le fait qu'elle réponde quand même aux deux externalités, les externalités de demande et les externalités de dette. Les inconvénients, c'est que ces règles sont, on l'a vu, inadaptées à la diversité, elles ne sont pas flexibles, elles sont inadaptées au changement des conditions macroéconomiques de base et que donc elles peuvent être soit violées, soit suspendues, c'est-à-dire elles permettent peu de flexibilité d'adaptation. Les standards, ils permettent bien sûr de prendre mieux en compte toutes les différentes contingences et d'avoir finalement un arbitrage entre stabilité et soutenabilité qui est posé ex post, donc une fois qu'on connaît bien la situation. Mais en même temps, ils ne traitent pas les externalités de la demande et pour faire cet arbitrage, on nécessite quand même un cadre très transparent et donc ce n'est pas évident. Alors, rappel des principales typologies de réforme, une règle sur la dépense, une croissance des dépenses plafonnée ou alors un objectif de croissance des dépenses comme seule règle qui va, ou dans certains cas, selon des différentes propositions, s'accompagner d'une règle simplifiée sur le déficit et c'est la règle des dépenses qui va opérationnaliser l'objectif de réduction de dette. Des trajectoires de dette différenciées avec des objectifs spécifiques au pays ou alors des vitesses de réduction de la dette qui sont à la fois fonction de la macro, de la situation macroéconomique et du niveau de la dette du pays, avec un lien ou pas avec la règle sur le déficit ou sur la dépense. Après, on a les propositions plus extrêmes qui sont justement ne plus avoir de règles, mais faire des analyses de soutenabilité des dettes avec des analyses stochastiques où on va avoir une distribution des trajectoires des dettes en fonction de la prévision sur les principaux déterminants et avec une définition, la nécessaire, de la probabilité acceptable du risque de soutenabilité, qui est quand même un point politique assez important. Donc, reste la question aussi de qui doit définir cette probabilité et qui doit aussi faire les hypothèses sur lesquelles se fondent les prévisions qui vont donner lieu aux distributions stochastiques des trajectoires de dette. On a d'autres propositions qui disent faisons ce qu'ils font les agences de notation, c'est-à-dire on va se concentrer sur tout un ensemble d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs de risque de liquidité, d'accessibilité, en regardant les charges d'intérêt ou alors la dette sur la valeur actualisée du PIB. Mais là aussi, on est quand même dans des cadres de réforme hein, des traités. Et après, il y a la question de l'investissement. Alors, dans beaucoup de propositions de réforme, il y a l'idée de la règle d'or, c'est-à-dire d'avoir une règle de dépense ou une règle de déficit qui fait sortir l'investissement public pour pouvoir donner des marges au budget pour cela. Alors, on va regarder rapidement les plus et les contre de ces différentes règles. La règle sur la dépense présente toutes les caractéristiques positives d'une règle, transparence, simplicité, la conformité, crédibilité et appropriation. Mais l'estimation de la référence pour la cible ou pour le plafond est difficile parce qu'elle fait référence à la croissance potentielle, donc qui est estimée et qui est particulièrement difficile à estimer maintenant dans cette situation post-Covid. D'autant plus que le niveau élevé de départ des dépenses post-Covid pose aussi un problème de seuil, en fait. Naturellement, cette règle va continuer à permettre le fonctionnement des stabilisateurs automatiques, mais comme les règles précédentes, va pas permettre de discrétion hein, en cas de choc, et donc se pose toujours le problème de sa violation ou de sa suspension. La règle d'or, c'est-à-dire la règle qui
peut être construite soit en excluant les dépenses d'investissement, et là, on a la question, est-ce que c'est l'investissement brut ou net, l'investissement vert ou l'investissement total, l'investissement seulement cofinancé avec l'UE ou total, par rapport à une variable cible ou un plafond. Ou alors de définir un benchmark d'investissement public avec un quota prédéterminé des dépenses, ou alors renforcer la clause d'investissement qui existe et qui a été toujours très difficile à rendre opérationnelle parce qu'elle est associée à des conditions très, très strictes finalement en termes de croissance, etc. Ou alors un système de deux règles, une limite sur le total des dépenses avec la règle précédente, une limite inférieure sur les dépenses non courantes d'investissement. Donc c'est là l'avantage de rentrer dans l'agenda politique de l'UE hein, avec l'objectif de verdissement de l'économie et aussi de renforcement de l'investissement, va éviter des coupes de l'investissement en cas de restriction, mais va nécessiter quand même une taxonomie à niveau européen contre l'arbitraire dans la définition de l'investissement public, donc avec des enjeux de définition et de mesure, et va augmenter naturellement le risque de soutenabilité élevé parce qu'on va sortir quelque chose, mais c'est quelque chose qui va dans tous les cas se rajouter à la dette et il faut que ces dépenses donc additionnelles puissent être particulièrement productives pour que la dette supplémentaire reste finalement soutenable. Donc il y a quand même un enjeu de soutenabilité. Et en fait, les versions un peu plus radicales qui font un recours plutôt à une analyse stochastique de soutenabilité de la dette ont certes beaucoup plus de justifications macroéconomiques, sont plus adaptées à tous les régimes de taux, c'est-à-dire de taux bas comme de taux hauts, d'écarts critiques positifs et négatifs, peuvent anticiper les chocs extrêmes, peuvent être beaucoup plus adaptés à la situation des pays, mais d'un côté nécessitent probablement un changement des traités et des difficultés opérationnelles et des enjeux aussi de légitimité démocratique qui doivent être définis en fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il existe? Il existe de la part des institutions européennes deux propositions, une du comité budgétaire européen et une du mécanisme européen de stabilité. Et on attend encore celle de la Commission européenne, qui sera la proposition fondamentale sur laquelle finalement les pays vont devoir se prononcer. Alors, le comité budgétaire européen, donc les sages qui s'occupent donc d'aider la Commission en fait à superviser finalement tout ce processus, veulent quand même continuer à maintenir un ancrage crédible de moyen terme, qui serait l'ancrage de la dette. Ils ne proposent pas de changer la référence à 60% parce qu'ils estiment que ça pourrait être compliqué du point de vue législatif. Et donc, ils évacuent ce point. Mais ils veulent introduire des trajectoires différenciées selon les pays. Donc, pas le 5% par an applicable à tout le monde. Ils veulent introduire un plafond sur la croissance des dépenses correspondant à des différentes vitesses d'ajustement par pays. Introduire une clause de sauvegarde générale qui permet de suspendre les règles plus facilement donc, en situation de crise. Et ils veulent prendre en compte l'investissement public, non pas en les sortant des règles, mais au moment de l'évaluation de la conformité. Donc, de rendre beaucoup plus opérationnel finalement cette clause dans l'investissement public qui existe aujourd'hui, mais qui est difficilement applicable. Et comme on relâche un peu finalement les critères, ils vont rendre le respect des règles une précondition pour l'accès à un fonds européen de stabilisation qui serait créé. Pour le mécanisme européen de stabilité, il y a une proposition qui peut être un peu plus radicale dans le sens qu'on propose de relever la cible de la dette à 100%, de maintenir par contre la limite de 3% sur le déficit et là aussi de plafonner la croissance des dépenses tout en maintenant par contre ce rythme de réduction de 5% par an
donc pas diversifié par pays, sauf circonstances exceptionnelles et sauf gap d'investissement du pays. Donc un pays qui aurait des besoins d'investissement importants. Donc, vous voyez, on met un critère un peu moins strict sur la dette, mais on reste quand même sur une réduction de la dette plutôt drastique, mais en partant d'un niveau qui rend cette réduction plus facile. Et donc, pour conclure, comment se présente le processus politique et la probabilité finalement d'arriver à quelque chose rapidement. On sait qu'en avril 2022, les pays vont devoir présenter leur programme de stabilité et formuler leur projection budgétaire à l'horizon 2022-2025. Sauf qu'il y a un problème, parce qu'on a la clause de suspension du pacte de stabilité qui a été introduite au moment de la crise de la Covid. Donc les règles pour l'instant ne s'appliquent et elles ne s'appliqueront pas jusqu'à fin 2022. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Et comment présenter des projections budgétaires lorsqu'on ne connaît pas le cadre d'après? Et donc, on n'a pas de visibilité sans proposition de réforme. Alors, qu'est-ce qu'on pense qu'il peut se passer au cours de ce premier semestre de 2022? On pense qu'il y aura une décision sur des mesures transitoires. On va sûrement se poser la question à quelle vitesse va-t-on revenir vers la discipline, peut-être avec justement une extension de cette suspension ou je ne sais pas vraiment quoi. On va quand même devoir se poser quelle est la cohérence avec les objectifs d'Europe 2003 qu'on s'est donné à niveau européen sur le verdissement et la transformation de l'économie européenne. Mais très probablement, il n'y aura pas de réforme des règles, puisqu'on n'a pas encore la proposition de la Commission, qui est nécessaire, c'est vraiment l'élément fondamental pour pouvoir initier le trilogue avec le Parlement européen et le Conseil européen, et pour que le Conseil puisse avoir le temps de construire le nécessaire consensus politique sur la base de cette proposition. Donc ça sera plutôt pour la fin de l'année ou l'année prochaine. Voilà, donc on reste quand même dans pas mal d'incertitudes sur l'avenir des règles européennes. Pardon, oui, merci Paola. Donc effectivement, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Alors, on a bien vu les questions qui ont été posées dans le chat et il me semble que Paola, il y a largement répondu en fait après qu'elles ont été posées. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir conclure aujourd'hui, c'est qu'on va vous inviter à nous envoyer des questions s'il en resterait par mail à Paola et à moi. Et on se fera un plaisir d'y répondre après cette vidéoconférence. On va donc clore ici. Vous trouverez le replay et le support de la présentation sur nos sites inter et intranet. Et on vous donne déjà rendez-vous à la fin du mois de janvier pour un nouvel événement sur les politiques macro-prudentielles. À bientôt. Merci Paola. Merci à tous.